Bonsoir les enfants, vous avez été bien sages? Très bien. Alors nous allons continuer la suite d'Ali Baba et les 40 voleurs. Les voleurs revinrent à leur grotte vers midi, et quand ils eurent vu les mulets de Cassim chargés de coffres près du gigantesque rocher, ils se doutèrent de quelque chose. Cassim, qui entendit le bruit des chevaux du milieu de la grotte, ne douta pas de l'arrivée des voleurs. Prêt à se jeter dehors dès que la porte s'ouvrirait, après avoir entendu le mot de sésame, il s'élança si brusquement qu'il renversa le capitaine par terre, mais il n'échappa aux autres voleurs, qui le tuèrent d'un coup de sabre. Les voleurs remirent les sacs d'or à leur place sans s'apercevoir de ceux d'Ali Baba avait emportés auparavant. Ils comprirent bien comment Cassim avait pu sortir de la grotte, mais pas comment il avait pu y entrer. Peut-être était-il descendu par le haut de la grotte, mais le haut du rocher était pourtant inaccessible de l'extérieur. Ou bien était-il rentré par la porte, mais pour cela il lui aurait fallu connaître le secret, ce qui était selon eux impossible. Afin de maintenir leur richesse en sûreté, ils décidèrent de couper en quatre le corps de Cassim et d'en mettre un morceau près de la porte, un autre dans la grotte et deux autres de chaque côté pour faire fuir quiconque voudrait entrer. Ils décidèrent d'attendre un peu avant de revenir dans la grotte, le temps que l'odeur du cadavre se soit dissipée. Ils remontèrent ensuite à cheval et allèrent faire leur brigandage habituel. La femme de Cassim fut dans une grande inquiétude quand elle vit qu'il faisait nuit noire et que son mari n'était pas rentré. Elle alla chez Ali Baba et lui dit « Beau-frère, Cassim est allé du côté de la forêt, vous savez quoi faire? Il n'est pas encore revenu, et je crains qu'un malheur ne lui soit arrivé. » Ali Baba s'était douté que son frère irait jusqu'à la forêt ce jour-là, et c'est pour cette raison qu'il s'était abstenu d'y aller lui-même, afin de lui laisser la liberté de se servir. Sans lui faire aucun reproche ni à elle ni à son mari, il la rassura en disant que Cassim avait sûrement jugé bon de ne rentrer dans la ville que tard dans la nuit. La femme de Cassim le crut, considérant combien il était important que son mari fît les choses secrètement. Elle retourna chez elle et attendit jusqu'à minuit, mais ne voyant toujours pas son mari rentrer, ses craintes redoublèrent. Alors elle regretta la vilaine curiosité qu'elle avait eue de se mêler des affaires de son beau-frère et de sa belle-sœur, et dès la pointe du jour, elle courut chez eux leur annoncer par ses larmes que Cassim n'était pas rentré. Ali Baba partit sur le champ avec ses trois ânes en direction de la forêt. En approchant du rocher, après n'avoir vu dans le chemin ni son frère ni les 10 mulets, il trouva de mauvais augure les traces de sang qu'il aperçut près de la porte. Il prononça les paroles secrètes. « Sésame, ouvre-toi !» La porte s'ouvrit et il fut horrifié du triste spectacle du corps de son frère. Il rassembla les morceaux de Cassim dans un sac qu'il chargea sur un des ânes, avec du bois pour les cacher. Il chargea les deux autres ânes de sacs pleins d'or et de bois par-dessus sans perdre de temps. Et dès qu'il eut commandé à la porte de se refermer, « Sésame, ferme-toi !» il reprit le chemin de la ville à la nuit tombée. En arrivant chez lui, il résuma en peu de mots à sa femme ce qui était arrivé à Cassim, et elle déchargea les sacs d'or tandis qu'il conduisit l'autre âne chez sa belle-sœur. Ali Baba frappa à la porte, et la belle servante Morgiane ouvrit. « Morgiane, dit-il, la première chose que je te demande, c'est un secret. Le corps de ton maître se trouve dans ces deux paquets. Il s'agit de le faire enterrer comme s'il s'était éteint de sa mort naturelle. J'ai à parler à ta maîtresse et sois attentive à ce que je lui dirai. » Morgiane avertit sa maîtresse et Ali Baba qui la suivait entra. « Beau-frère, demanda la belle-sœur avec une grande impatience, quelle nouvelle apportez-vous de mon mari? » Belle-sœur, répondit Ali Baba, avant toute chose, vous devez me promettre de m'écouter depuis le commencement jusqu'à la fin, sans ouvrir la bouche. Il faut absolument garder secret ce qui s'est passé. Ah, s'écriait la belle-sœur sans élever la voix, dites-moi, je vous écoute. Ali Baba raconta à sa belle-sœur son voyage jusqu'à la découverte du corps de Cassim. Belle-sœur, si vous souhaitez ne pas rester seule et vivre avec ma femme et moi, nous ferons en sorte que cela soit possible. En revanche, il faudra songer à faire que la mort de mon frère paraisse naturelle. Morgiane pourra s'en charger et j'y contribuerai au mieux de mon côté aussi. En essuyant ses larmes, qu'elle avait commencé de verser en abondance, en étouffant les cris perçants ordinaires aux femmes qui ont perdu leur mari, elle fit comprendre à Ali Baba qu'elle acceptait sa proposition. Il laissa là la veuve de Cassim et retourna chez lui avec son âne. Morgiane ne l'embina pas. Elle se rendit chez un apothicaire, demanda un remède très efficace dans les maladies les plus dangereuses.
L'apothicaire lui demanda qui était malade chez son maître. Ah, dit-elle avec un grand soupir, c'est Cassim lui-même, mon bon maître. Il ne parle plus et ne veut pas manger. Cela dit, elle emporta les tablettes, même si en réalité Cassim n'était plus en état d'en faire usage. Le lendemain, la même Morgiane vient chez le même apothicaire et demande, les larmes aux yeux, un autre remède qu'on ne donnait qu'aux malades dans les cas extrêmes. Encore qu'on n'espérait plus rien de leur vie si cette essence les faisait revivre. De leur côté, Ali Baba et sa femme d'un air triste firent plusieurs allées et venues chez Cassim. Aussi on ne fut pas étonné le soir d'entendre les cris lamentables de la femme de Cassim, et surtout de Morgiane qui annonçait que Cassim était mort. Le jour suivant, aux premières lueurs du matin, Morgiane alla trouver sur la place le vieux cordonnier qui ouvrait sa boutique le premier. En lui disant bonjour, elle lui mit une pièce d'or dans la main. Baba Mustapha, le vieux cordonnier qui avait toujours le mot pour rire, lui dit « De quoi s'agit-il ? Me voilà prêt à le faire. » Baba Mustapha, lui dit Morgiane, « Prenez ce qui vous est nécessaire pour coudre et venez avec moi, mais je devrais vous bander les yeux sur le chemin. » À ces paroles, Baba Mustapha fit le difficile. « Oh oh, reprit-il, vous voulez me faire quelque chose contre ma conscience ou contre mon honneur ?» Morgiane lui mit une autre pièce d'or dans la main. « Venez seulement, et ne craignez rien. » Baba Mustapha se laissa convaincre, et Morgiane lui banda les yeux pour le conduire chez son défunt maître. Arrivé à l'endroit où se trouvait le corps arapiécé, elle lui rendit la vue. « Ne perdez pas de temps, dit-elle, et quand vous aurez terminé, je vous donnerai une autre pièce d'or. » Quand Baba Mustapha eut terminé son ouvrage, Morgiane lui rebanda les yeux après lui avoir fait promettre de garder le secret. Puis elle le ramena jusqu'à sa boutique où elle le laissa libre de voir de nouveau. Ali Baba s'occupa ensuite de déposer le corps de Cassim dans le cercueil commandé au menuisier, et Morgiane alla à la mosquée avertir que tout était prêt pour l'enterrement. 4 voisins chargèrent le cercueil sur leurs épaules et le portèrent au cimetière. Morgiane et Ali Baba marchaient à leur suite. La femme de Cassim, selon la coutume, resta dans sa maison avec les femmes du voisinage. Joignant leurs lamentations aux siennes, elles remplirent tout le quartier de tristesse. Ainsi, la mort de Cassim fut cachée et dissimulée avec un si grand soin que personne de la ville n'eut le moindre soupçon. 3 ou 4 jours après l'enterrement, Ali Baba transporta le peu de meubles qu'il avait ainsi que l'argent qu'il avait enlevé du trésor des voleurs dans la maison de son frère qui était plus grande. Comme cela était courant, personne ne fut surpris. Quant à la boutique de Cassim, Ali Baba la donna à son fils qui depuis quelque temps avait achevé son apprentissage chez un autre gros marchand. Laissons Ali Baba profiter de sa nouvelle vie et parlons des 40 voleurs. Ils revinrent à leur cachette après quelque temps, comme convenu, mais ils furent extrêmement étonnés de ne plus trouver le corps de Cassim, et plus encore lorsqu'ils se furent aperçus qu'il manquait des sacs d'or. « Quelqu'un d'autre a donc découvert notre secret, dit le capitaine. Si nous n'agissons pas rapidement, nous perdrons les richesses que nos ancêtres et nous avons rassemblées au fil du temps. Après avoir tué le premier intrus, il faut que nous fassions de même avec l'autre. » La proposition du capitaine des voleurs fut approuvée par tous. « Il faut, reprit le capitaine, que quelqu'un de hardi aille à la ville, sans armes et en habit de voyageur, afin de savoir si on y parle de la mort étrange de celui que nous avons massacré comme il le méritait. Nous devons connaître qui il était et où il demeurait. Mais gare à celui qui ira, s'il ne rapporte pas des informations exactes, il sera puni de mort. » Sans attendre, un des voleurs se désigna. « J'irai. Si je ne réussis pas, vous vous souviendrez que je n'aurai pas manqué de bonne volonté ni de courage pour le bien de notre clan. » Ce voleur, après avoir reçu des encouragements du capitaine et de ses camarades, se déguisa et partit de nuit, de façon à arriver en ville juste avant le lever du soleil. À cette heure, la seule boutique ouverte est celle de Baba Mustapha. Il était assis sur son siège, prêt à travailler, quand le voleur alla lui dire bonjour. « Eh bien, lui dit-il, vous commencez à travailler très tôt le matin. Mais est-il possible que vous y voyiez encore clair, âgé quand vous l'êtes ?»« Qui que vous soyez, reprit Baba Mustapha, vous me connaissez mal. Malgré mon âge, mes yeux sont encore excellents. Sachez qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai même recousu un mort dans un lieu où il ne faisait pas tellement plus clair qu'en ce moment. » Le voleur eut une grande joie de s'être adressé dès son arrivée à un homme qui lui fournissait sur un plateau ce qu'il n'avait même pas encore demandé. « Un mort ?» reprit-il avec étonnement. Et pour le faire parler, il ajouta. « Allons donc, pourquoi coudre un mort ?»« Je sais ce que je dis, reprit Baba Mustapha, mais vous n'en saurez pas davantage.
Le voleur tira de sa bourse une pièce d'or, et en la lui mettant dans la main de Baba Mustapha, il lui dit « Je ne souhaite pas connaître votre secret. La seule chose dont je vous prie, c'est de me montrer la maison où vous avez cousu ce mort. » « J'en serais bien incapable, reprit Baba Mustapha en tenant la pièce d'or prêt à la rendre. On m'a bandé les yeux pour y aller et pour en revenir. Vous devez vous souvenir, répondit le voleur, au moins à peu près du chemin qu'on vous avait fait faire les yeux bandés. Venez, nous marcherons ensemble pour que le chemin vous revienne dans la mémoire. Et pour vous récompenser de la peine que vous vous donnez, voici une autre pièce d'or. Les 2 pièces d'or tentèrent Baba Mustapha. Il les garda quelque temps dans sa main en réfléchissant à ce qu'il devait faire. Enfin, il les mit dans sa bourse et dit « Je ne puis vous assurer que je me souvienne précisément du chemin, mais puisque vous insistez. » À la grande satisfaction du voleur, Baba Mustapha se leva et le mena jusqu'à l'endroit où Morgiane lui avait bandé les yeux. Puis le voleur fit de même et marcha à côté de lui jusqu'à ce qu'il s'arrêtât. Et il se trouva véritablement devant la maison de Cassim où Ali Baba demeurait. Avant de lui ôter le foulard de devant les yeux, le voleur effectua en vitesse une marque sur la porte avec la craie. Puis il lui rendit la vue et lui demanda s'il savait à qui appartenait la maison, mais Baba Mustapha n'était pas du quartier. Peu de temps après que le voleur et Baba Mustapha se fussent séparés, Morgiane sortit de la maison d'Ali Baba pour faire des commissions. Et en revenant, elle s'aperçut la marque à la craie que le voleur avait faite. « Qu'est-ce que cela signifie ?» se dit-elle. « Quoi qu'il en soit, mieux vaut rester sur ses gardes. » Elle prend aussitôt une craie de la même couleur, et comme les portes des demeures voisines étaient semblables, elle fit une marque au même endroit sans rien dire à personne. Le voleur, pendant ce temps, s'approchait de la forêt où l'attendait le reste de la troupe. En arrivant, il fit le récit du succès de son voyage et fut écouté avec une grande satisfaction. « Camarades, dit le capitaine des voleurs en s'adressant à tous, nous n'avons pas de temps à perdre. Cachons bien nos armes, et quand nous serons entrés dans la ville séparément pour ne pas éveiller les soupçons, rendez-vous sur la grande place pendant que j'irai reconnaître la maison, afin que j'établisse mon plan. » Les voleurs réussirent à entrer dans la ville sans se faire remarquer. Celui qui était déjà venu le matin menait le capitaine dans la rue où se trouvait la maison d'Ali Baba. Dès qu'il remarqua une porte marquée de son signe, il la désigna au capitaine. Mais en continuant leur chemin sans s'arrêter afin de ne pas paraître suspect, le capitaine se rendit compte que la porte suivante avait la même marque et au même endroit. Le voleur ne sut que répondre. Il assura au capitaine qu'il n'avait fait cette marque que sur une seule porte. Le capitaine se rendit alors sur la grande place et il fit passer le mot à sa troupe de voleurs qu'ils avaient perdu leur temps. Il prit donc le chemin du retour, et les autres, un à un, en firent autant. Quand la troupe se fut rassemblée dans la forêt, le capitaine leur expliqua pourquoi il les avait fait revenir. Aussitôt le voleur qui avait échoué dans sa mission fut mis à mort. Un autre voleur dut alors se désigner qui promit de mieux réussir. Arrivé en ville, le deuxième voleur corrompt Baba Mustapha comme le premier l'avait corrompu, et Baba Mustapha lui désigne la maison d'Ali Baba, les yeux bandés. Le voleur fait alors une marque rouge à un endroit moins visible que les marques blanches. Mais peu de temps après, Morgiane sortit de la maison comme le jour précédent, et quand elle revint, la marque rouge n'échappa point à ses yeux vifs. Elle traça la même marque de crayon rouge sur les autres portes voisines et au même endroit. Le voleur, persuadé que son plan était infaillible, avertit son capitaine que cette fois la ruse allait réussir. Mais une fois qu'il eut déplacé toute la troupe, le capitaine fut indigné de constater exactement le même obstacle que la veille, et le deuxième voleur connut le même sort que le premier. Le capitaine craignit de voir encore diminuer sa troupe s'il continuait d'envoyer quelqu'un d'autre que lui-même apporter les précieuses informations. Baba Mustapha lui rendit le même service qu'aux 2 voleurs de sa troupe, mais le capitaine ne fit aucune marque à la craie. Il ne fit rien du tout pour connaître la maison d'Ali Baba. Il se contenta de l'examiner attentivement, de sorte qu'il n'était pas possible qu'il la confondît. Le capitaine des voleurs, satisfait de son voyage, retourna à la grotte secrète, auprès de son clan qui l'attendait. « Camarade, dit-il, je connais avec certitude la maison du coupable. Rien ne peut plus nous empêcher de nous venger. Pour y parvenir, voici ce que j'ai imaginé. » Alors il leur expliqua de quelle manière il voulait s'y prendre, et tous approuvèrent cette idée. Ça sera tout pour ce soir, les enfants, et demain, nous saurons ce qui s'est passé, ce qui va se passer exactement. D'ici là, je vous souhaite une bonne nuit,
faites de beaux rêves et à demain.